On reste en live, restez avec nous sur YouTube, un défi. On va continuer, on va enchaîner avec un autre débat sur le rôle du plastique. C'est le thème de la journée et me rejoint en plateau Monsieur Orphelin. Merci d'être avec vous. Je vous donne votre micro. Merci à vous d'être là. Bonjour Monsieur Leonelli, bienvenue. Je vous donne un micro aussi. Merci. Monsieur Berton, vous pouvez revenir, hein, c'est parfait. Avec plaisir. Merci à vous d'être avec nous. Vous êtes directrice PAPREC, c'est ça ? De PAPREC Plastique, oui, c'est ça. Merci beaucoup d'être avec nous. On va parler, donc on va continuer, on va enchaîner sur ce thème, le plastique, l'avenir du plastique en France. Je vais commencer avec vous, Monsieur Mathieu Orphelin, parce que je sais que vous êtes beaucoup demandé aujourd'hui sur le salon et vous nous accordez quelques minutes. Vous en pensez quoi, vous ? Est-ce qu'on est trop dépendant du plastique aujourd'hui en France ? Oui. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de choses à faire sur le plastique. Moi, je ne suis pas pour ou contre tel matériau, mais on peut faire beaucoup plus sur tous les matériaux. Et notamment sur le plastique, on peut faire beaucoup plus à toutes les étapes. Les consommateurs peuvent déjà consommer beaucoup moins de plastique, peuvent beaucoup mieux trier le plastique. Les centres de tri, l'extension des collectes, la performance des centres de tri, on peut être beaucoup plus fort là aussi. Et puis derrière, il y a toute la question de... On recycle, on se donne des objectifs. Nous, dans notre programme électoral, on avait recyclé 100% du plastique. Bien sûr. Tous ceux qui connaissent cette question-là savent combien c'est impossible à réaliser, mais c'est bien de se fixer des objectifs. C'est impossible à réaliser. Mais bien sûr, mais c'est voilà, mais d'accord. On peut se donner des objectifs très très forts, ça c'est pas gênant, mais surtout après développer tout l'outil industriel derrière pour effectivement mieux recycler, pour trouver des débouchés, mieux intégrer des plastiques recyclés dans toutes nos chaînes de production, plasturgie, voilà, qu'on ait les débouchés sur notre territoire, là aussi, parce qu'avant on envoyait ça en Chine, maintenant tout ça c'est terminé. On doit faire évoluer notre outil industriel sur ces questions-là. Voilà, donc si vous voulez, c'est l'ensemble de la chaîne qu'il faut mobiliser autour de cette thématique de moins de plastique, plus de plastique recyclé et d'arriver à réussir voilà, cette mutation des comportements de l'outil industriel français et bien sûr avec le rôle important de Citeo et des collectivités dans toute cette chaîne. On parle du rôle des comportements, M. Leonelli, vous êtes vous-même élu. Est-ce que les citoyens doivent aussi participer ? Il y a Citeo, bien entendu, qui a son rôle, mais les citoyens doivent participer aussi à cette transformation ? Je le crois, sincèrement. Je suis élu et j'ai en charge le traitement et la collecte des déchets pour la métropole Nice-Côte d'Azur. Et il y a sur cette métropole pratiquement 700 000 habitants, donc 49 communes, des communes qui sont dans l'arrière-pays, des stations de ski, des communes sur le littoral. Et il y a deux objectifs quand on parle du plastique. Premier objectif, c'est que Nice Métropole est équipée d'une usine de valorisation énergétique qui produit de la chaleur et de l'électricité. Donc, premier objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait de moins en moins d'ordures ménagères à brûler, donc faciliter les gestes de tri. Et aujourd'hui, je suis très content qu'on ait eu des extensions de consignes de tri avec Citeo, puisque nous faisons partie des territoires où aujourd'hui, nous allons pouvoir rajouter dans nos containers jeunes tout ce qui est barquettes, pots de yaourt, etc. Mais surtout, et j'ai bien entendu ce qu'a dit monsieur le député, nous, on est sur le littoral méditerranéen. Il faut savoir que le plastique, c'est 80% de déchets en mer. Et donc, on y est encore plus sensibilisé. Et notre vocation, c'est justement de sensibiliser nos concitoyens en leur disant, il faut que vous ayez la proximité des points d'apport volontaires pour pouvoir aller mettre vos plastiques dans les containers qui sont prévus à cet effet. Et puis 2, il faut qu'on facilite le geste. C'est pour cette raison qu'il y a tout un travail qui a été effectué sur Métropole Nice-Côte d'Azur, avec notamment notre site. N'importe quel citoyen, sur son site, il interroge quel est le point d'apport volontaire le plus proche et de la manière la plus facile, il peut s'y rendre. Et enfin, les containers jeunes que nous avons mis à la disposition sont gratuits. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ni de location, ni de règlement sur ces containers. Et ça aussi, c'est important. Donc, faciliter l'usager, faire aussi beaucoup de pédagogie dans les écoles et dans les milieux scolaires. Et enfin, on s'est donné l'exemple avec Christian Estrosi, qui est le président de la métropole Nice-Côte d'Azur. Il n'y a plus de bouteilles en plastique au conseil métropolitain et plus de bouteilles en plastique
au conseil municipal. Aujourd'hui, on a des bouteilles de verre. En plus, l'eau de Nice qui est en régie est une très bonne eau. Alors avant de poursuivre le débat avec vous deux, comme je sais que vous devez partir, monsieur Orphelin, monsieur Leonelli parlait de pédagogie dans les écoles, aller apprendre aux enfants. C'est ce qu'on répète depuis hier sur ce plateau. Est-ce que, moi je parle du tri sélectif en règle générale, ça peut commencer aussi à l'école et commencer à sensibiliser dès l'école primaire les élèves à ce genre de choses? Oui, c'est évident que effectivement, il faut réussir avec les générations qui arrivent, ce qu'on a quasiment échoué avec, même si on a des performances qui augmentent, etc. Donc sur l'ensemble des matériaux, mais enfin, c'est qu'on n'est quand même pas collectivement à la hauteur des enjeux. Donc moi, je crois que ça passe par un certain nombre d'outils, et notamment un outil qu'on a posé dans la feuille de route économie circulaire très important, c'est que, je vais revenir à l'éducation après, mais oui, il faut qu'enfin en France, recycler et trier une tonne de déchets, ça coûte moins cher que de la mettre en décharge. Parce que sinon, comment voulez-vous qu'on y arrive? On n'y arrivera pas. Et donc, c'est tout l'esprit de la hausse de TGAP qu'on a prévue à partir de 2021 et de la baisse de TVA sur le recyclage et la prévention des déchets qu'on avait prévu dès le projet de loi de finances 2019. Et malheureusement, vous avez suivi ça les uns les autres. Le gouvernement a décidé de faire différemment. Écoutant plutôt les questions d'équilibre budgétaire de court terme. Et donc cette baisse de TVA sur le recyclage et le tri des déchets est reportée à 2021. Ce que je trouve absurde, je le redis, tant que ça coûtera moins cher de mettre une tonne de plastique en décharge que de la recycler, pourquoi voulez-vous qu'on recycle beaucoup plus? Et donc par contre, je reviens évidemment à ces questions d'éducation, c'est fondamental. Et effectivement, c'est là qu'on peut commencer à donner les bons gestes. C'est pour ça aussi que des choses qui ont pu paraître à certains industriels du plastique un peu trop brutales, etc. Mais on a mis dans la loi agriculture et alimentation la fin des bouteilles d'eau dans les cantines scolaires. Parce qu'on s'est rendu compte, grâce à des élèves de CM1, des Bretons, qui nous avaient contactés en disant, vous savez, nous on en a marre d'avoir de l'eau en plastique à la cantine, on trouve ça complètement idiot. Et donc effectivement, je rebondis sur votre exemple parce que voilà, dans la loi, on a inscrit que quand l'eau était de bonne qualité, eh bien, il n'y avait pas de raison de continuer à avoir de l'eau en bouteille plastique dans les cantines scolaires. Et donc parce que l'école, la cantine aussi, la classe, la vie en collectivité dans l'école, c'est évidemment un fantastique levier pour que chacun ait en tête ces gestes du tri et notamment aussi avec les nouvelles consignes et l'extension des consignes qui arrivent. Donc voilà, c'est évidemment un lieu très important, mais ne mettons pas tout sur les jeunes générations. Ouais. Les nôtres ont évidemment une responsabilité majeure. C'est nous qui avons un peu tout foiré, donc trop facile de se défausser uniquement sur les jeunes. J'aime bien cette réaction. Vous voulez peut-être réagir sur ce que disait M. Orphelin, sur la circulation? Oui, bien sûr. Déjà sur le principe de la TGAP. Aujourd'hui, si on ne recycle pas énormément d'emballages, c'est parce qu'en effet, ça coûte moins cher de le mettre en enfouissement. Et on a aujourd'hui des technologies de recyclage qui existent pour certains matériaux, pas que les emballages, parce que les plastiques, on les trouve dans plein d'applications. Et les filières ont du mal à se développer parce qu'on manque de gisements. C'est quand même assez fou de se dire qu'on saurait quoi en faire, mais aujourd'hui, on n'en fait rien parce qu'il n'y a aucune incitation à les orienter sur des filières de recyclage. Monsieur Berton, ce qui est dit là, une petite réaction quand même, vous en tant qu'industriel? Moi, j'adhère complètement à ce qui vient d'être dit, et particulièrement sur ce que disait monsieur le député. Je pense que la vision 100% de recyclage des emballages est peut-être utopique, mais je trouve que c'est une bonne vision. Parce que ça a le mérite de faire bouger les lignes de tous les acteurs. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que je pense que cet enjeu, c'est un enjeu collectif. Chacun doit avoir sa part de responsabilité. Nous, en tant qu'industriels, nous avons notre part de responsabilité. On l'évoquait tout à l'heure, l'éco-conception, financer les moyens d'une collecte optimum pour trier, recycler et s'inscrire dans l'économie circulaire. Mais je pense, encore une fois, pour rebondir sur ce que vous disiez, auquel j'adhère à 100%, je pense qu'il faut pouvoir donner du sens à nos concitoyens sur pourquoi le geste de tri. En fait, ce n'est pas un déchet. Un emballage, ce n'est pas un déchet. C'est une ressource. Et à partir du moment où on fera prendre conscience au consommateur citoyen qu'il a effectivement consommé ce qu'il y avait à l'intérieur de l'emballage, mais que l'emballage avait aussi une valeur en lui-même, et que de ce fait, il fallait qu'il le préserve et qu'il respecte des consignes pour qu'il soit et qu'il puisse être utilisé, est un élément essentiel. Et notre responsabilité en tant qu'industriel, ça va être de mettre à disposition nos marques et la puissance de nos marques pour faire comprendre
à nos consommateurs citoyens que, bien sûr, il y a le produit à l'intérieur qu'ils apprécient, qu'ils aiment et qu'ils consomment, mais il y a aussi l'emballage. Il faut qu'ils le respectent comme le produit en tant que tel et qu'ils le mettent dans la bonne poubelle pour qu'on puisse ensuite le réutiliser parce que ces filières existent. Ce que vous disiez est très juste. Ce qui est complètement aberrant, c'est qu'en fait, particulièrement sur la bouteille, les filières pour trier et recycler en France existent. C'est du circuit court, ça reste en France. Et aujourd'hui, pourquoi c'est pas optimisé? Parce qu'on ne les collecte pas assez. Donc il y a un enjeu qui est commun, pouvoir public, politique, Justement, c'est ça. et citoyens, et industriels, et opérateurs, et collectivités pour y arriver. Justement, c'est ça. Qu'est-ce que peuvent les pouvoirs publics? Qu'est-ce que peut le pouvoir politique? On est au Salon des maires aujourd'hui. Qu'est-ce que peuvent les élus locaux faire pour aider à ce que dit M. Berton? Mais prendre en main tous les dispositifs qui existent, et effectivement, on en parlait tout à l'heure sur le stand Citeo. Par exemple, pour les élus locaux, la tarification incitative des déchets, ça marche très bien partout où ça a été mis en place. Ça permet d'atteindre sur le recyclage vraiment des performances remarquables. C'est très bon aussi pour les finances des collectivités. Et là, la tarification incitative en France des déchets se développe pas du tout au bon rythme. Pas du tout au bon rythme. Pourtant, ça n'a que des avantages. Et je crois que là, effectivement, il faut que les élus locaux s'en saisissent. Il y a les élections qui arrivent aussi. J'espère que ce sera dans les programmes électoraux de beaucoup de candidats pour les municipales. Parce que là, en plus, vous préservez aussi les finances de la collectivité, parce que quand une collectivité est en tarification incitative, cette augmentation du coût du service public de gestion des déchets chaque année augmente beaucoup plus faiblement que pour les autres. Parce que vous savez que pour une collectivité, ça augmente de 2 à 3% par an depuis 30 ans. Et donc, avec la tarification incitative, là aussi, vous arrivez à limiter ça. Et puis après, il faut que l'État prenne ses responsabilités. Là aussi, on ne le fait pas assez aujourd'hui. Et vous le dites, ça, vous qui êtes député à l'REM? Ben oui, moi je le dis, voilà, mais moi je gagne pas toutes mes victoires. Ouais. Et pour l'instant, j'en gagne beaucoup, mais il y en a que je gagne pas. Et là, notamment, mais là aussi pour un industriel, tant que ça coûtera beaucoup moins cher d'acheter de la ressource plastique vierge plutôt que de la ressource matière première recyclée, comment voulez-vous que ça marche? Comment voulez-vous que ça marche? Ça ne peut pas marcher. Puisque déjà prendre des choses comme ça, c'est des spécifications techniques un peu plus compliquées. Est-ce qu'on a les machines? Il faut faire les essais, c'est un peu moins stable, etc. Si ça coûte beaucoup plus cher de prendre ça que je vais là... Voilà, j'étais venu pour foutre un peu le bazar. Voilà. Eh ben, j'y C'est un arrive. sujet qui vous tient à cœur, on l'a vu. Non, mais ça me tient à cœur parce que ça m'énerve. Ça m'énerve qu'on avance aussi peu. Ça m'énerve qu'effectivement, aujourd'hui, on n'arrive pas à combler le différentiel entre prendre des matières plastiques première recyclée par rapport à du vierge. Et là, il y a des outils. L'ADEME a mis en place des choses exceptionnelles. Orplast, Bien sûr, le nom de code, Orplast 2, etc. Mais comment on imagine la suite? Comment on met des moyens là-dessus? C'est notre économie, c'est aider nos plasturgistes, c'est réinventer notre outil industriel. C'est tout ça. Donc, je n'arrive effectivement toujours pas à comprendre pourquoi, là où il faudrait aller très vite, on va pas assez vite pour moi. Un élément de réponse, on a un élu local sur le plateau. Moi, je voudrais quand même préciser que la compétence du traitement des déchets, de la collecte des déchets, ne se fait pas au Parlement. Elle ne s'assume pas au Parlement. Elle s'assume dans les communes. Elle s'assume dans les intercommunalités. Le Parlement, c'est le pouvoir législatif qui nous permet de mettre en place des leviers. Ensuite, une fois qu'on a ces leviers, il faut savoir les utiliser. Tout à l'heure, apparemment, c'est passé inaperçu ce que je vous ai dit. Donc je répète, parce que l'art de la pédagogie, c'est de répéter. C'est que nous, à Nice, comment vous allez convaincre le Niçois de trier? Je vous l'ai dit, il y a deux objectifs. Premier, c'est de lui dire, vous avez une usine de traitement de valorisation énergétique. Si vous voulez brûler moins, il faut trier plus et trier mieux. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas brûler, puisque de toutes les façons, chère madame qui représentez Paprec, vous avez parlé d'enfouissement. Il faut savoir sur le territoire français, il n'y a plus l'enfouissement. Il faut faire disparaître l'enfouissement et il faut préconiser les usines qui produisent de la chaleur et de l'électricité. Et je pense qu'il faut qu'on ait tous le même langage. Ce qui veut dire que l'enfouissement a vécu et que maintenant on va passer à autre chose. Ensuite, le deuxième objectif, c'est de dire aux Niçois ou aux Marseillais, puisque je suis conseiller régional, ou aux Toulonnais, en Méditerranée, 80% des déchets, c'est le plastique. Donc tu as tout intérêt à trier. Et donc, ensuite, c'est là que l'élu intervient, une fois qu'il a posé l'équation, c'est en favorisant le geste. Proximité, je le dis et je le répète, tant que vous avez des usines à gaz,
Vous avez parlé de la redevance incitative. Moi, j'ai mis en place à la métropole Nice-Côte d'Azur la redevance spéciale. Mais attendez, mais si vous saviez le combat qu'il a fallu mener, le courage politique qu'il faut avoir pour expliquer et faire la différence entre la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères et la redevance spéciale, la redevance incitative, effectivement, c'est un très bon levier sur certains territoires. Mais il n'en demeure pas moins que ce qu'il faut, c'est être pragmatique et inciter et faciliter le geste de tri. Ça, j'y crois vraiment. Et quand on débat avec Citeo, quand on a justement signé notre convention barème F, de quoi on a parlé? De quoi nous avons parlé? C'est plus d'ambassadeurs de tri, c'est une communication qui puisse passer sur le tram, sur les transports en commun, c'est-à-dire vraiment diffuser l'information en disant, vous devez, par ce geste-là, parce que les gens ne comprennent que cela, moins polluer votre mer et moins brûler à votre usine. Et c'est par ces gestes-là et par l'accompagnement politique, qui, je le rappelle, ce sont les élus locaux qui ont la compétence et qui doivent assumer, eh bien qu'on parviendra à ne pas atteindre les 100%. Vous avez raison, totalement raison. Mais Coca-Cola continue à faire des canettes, à faire du plastique, à faire du verre. Eh bien, à nous de trier et à nous de les inciter à le faire. Une réaction peut-être pour... Oui, sur deux terminer. points. D'abord sur la collecte, il y a une logique de territoire à adapter, puisque on le voit aujourd'hui, on parle d'un taux de collecte de près de 60% pour les bouteilles et flacons, mais on a de grandes disparités en fonction des territoires. On a des endroits où on est à 90% de taux de collecte. Donc il faut savoir que c'est possible, il faut avoir des outils qui soient adaptés à ces différents territoires, et on a notamment des problèmes sur les grandes villes, avec beaucoup d'habitat vertical, et donc des problématiques pour stocker et trier ces déchets. Et une autre chose, pour réagir sur l'intention d'utiliser plus de matières recyclées, il y a une chose qu'il faut savoir, les matières recyclées, selon le matériau que l'on a, ont un impact carbone qui peut être de 2,5 à 17 fois moins important qu'une matière vierge. Donc aujourd'hui, je fais un appel à vous. Comment peut-on valoriser ce carbone? Vous voulez répondre, monsieur Orphelin? Après, j'aurais une dernière question à vous poser. Je crois que c'est un de vos principaux atouts. Donc, il faut absolument le valoriser. Dire qu'une tonne de plastique recyclé, c'est 2 tonnes de CO2 en moins dans l'atmosphère. Voilà. Alors, il ne faut pas chercher forcément à récupérer un crédit carbone sur cette tonne de CO2. C'est des discussions qu'on a eues. Mais ce qui est important, c'est votre meilleur atout. Et que quand on dit on doit baisser de 3% les émissions de CO2 en France chaque année, qu'on n'y est pas du tout, là aussi, eh bien évidemment que la consommation durable, le geste de tri, etc., y participe. C'est un des leviers importants. Donc voilà, moi je crois que c'est un de vos principaux atouts et qu'il faut expliquer tout ça, que là aussi c'est de la pédagogie, mais le recyclage, c'est pas simplement une question de déchets, c'est aussi une question de climat et d'autres impacts. Et vous avez très bien dit et redit, l'impact sur la biodiversité, notamment marine, est très important. Pour terminer ce débat, une question pour vous, monsieur Berthe. On a commencé l'échange en disant on n'arrivera jamais à recycler 100%. On n'y arrivera jamais. Je vous demande à vous. Alors, moi, je pars du principe qu'on doit pouvoir y arriver. En tout cas, en ce qui concerne notre entreprise, on a pris cet engagement-là. Et pour nous, c'est important. Alors, c'est probablement une vision, je le disais tout à l'heure. Mais je pense que ce qui est important, c'est de se dire, c'est le chemin que nous allons devoir suivre et les moyens que nous allons devoir mettre en œuvre pour essayer d'atteindre cette vision. Ma conviction à nous entendre, parce que moi, ce qui me fait plaisir, c'est que je pense qu'on est tous à partager la même ambition. Industriels, collectivités, législateurs, opérateurs. Donc c'est déjà une super nouvelle. Donc notre responsabilité collective maintenant, c'est comment on met en œuvre les moyens, les dispositifs nécessaires et suffisants pour y parvenir. D'une façon qui soit le plus efficace, parce qu'il faut que quelque part, ça impacte le moins le consommateur citoyen. Ça, c'est notre responsabilité commune. Voilà, c'est ça notre enjeu. Et de mon point de vue, on ne part pas de rien. Vous évoquiez, monsieur le député, le fait qu'aujourd'hui, ça coûte plus cher d'utiliser de la matière secondaire, de la matière recyclée, que de la matière vierge. C'est vrai, mais on le fait quand même. Et on le fait quand même. Et on progresse. Et on progresse d'une façon quand même tout à fait significative. Aujourd'hui, chez Coca-Cola, on va réintégrer 50% de matière recyclée dans nos bouteilles de PET 50 centilitres. En 2019, on est à près de 30% aujourd'hui. Et on a une vision 50% en 2025 et je pense qu'on ira plus vite. Donc ça veut dire que
Aujourd'hui, l'engagement, il est suivi d'action. Mais c'est vrai qu'on peut et on doit aller plus loin. Et il y a un changement fondamental qui s'opère, c'est qu'on a la pression du temps. Le temps, on n'a plus 25 ans pour y parvenir. Ça, c'est à mon avis ce qui a fondamentalement changé et qui doit nous mettre en ordre de bataille commune et hors commun, et qu'on doit de ce fait pouvoir arriver à réduire le gap entre la réalité d'aujourd'hui et la vision commune que nous avons. Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous pour ce débat passionnant. Restez avec nous sur la chaîne YouTube Un Défi. Nous continuerons à recevoir plusieurs invités dans l'après-midi. Merci beaucoup, monsieur le député. Merci à vous tous et à très bientôt.